Je vais présenter dans cette vidéo l'évolution qui va de l'arrêt Crédit foncier de France de 1970 à l'arrêt Gisti de 2020, du 12 juin 2020. L'évolution de la jurisprudence du Conseil d'État relative à la recevabilité des recours, du recours pour excès de pouvoir contre les actes de l'administration. Et une fois que j'aurai terminé avec cette présentation, dans une autre vidéo, je verrai la question de la circulaire Valls, la circulaire de 2012, est-elle susceptible de recours? Est-elle invocable? Et en liaison avec la discussion actuellement du projet de loi immigration et de l'article 3 de ce projet de loi qui, pour l'instant, dans la discussion du Sénat, est devenu l'article 4 bis. Mais je verrai ça dans une autre vidéo. Alors, dans cette vidéo, donc, je présente l'évolution de l'arrêt, qui va de l'arrêt Crédit foncier de France de 1970 à l'arrêt Gisti de 2020. Alors, avant de parler de l'arrêt Crédit foncier de France, il faut rappeler que l'année d'avant, le Conseil d'État, dans l'arrêt Société Distillerie Brabant, c'est un arrêt du 23 mai 1969, avec les conclusions de Nicole Questiot, commissaire du gouvernement, le Conseil d'État avait refusé de reconnaître un pouvoir réglementaire aux ministres, dès lors que la loi ne le leur avait pas accordé. C'est certain que si la loi expressément donne un pouvoir réglementaire au ministre, celui-ci en dispose, c'est-à-dire le pouvoir de prendre des dispositions générales et impersonnelles avec une portée obligatoire. Mais dans cette affaire Société de Distillerie Brabant de 69, donc le Conseil d'État est saisi d'un recours contre le refus d'une aide, d'un avantage fiscal, et le ministre des Finances s'est fondé pour refuser cette aide sur une instruction, c'est-à-dire un acte qu'il avait pris, qu'il avait appelé instruction, mais il pourrait l'appeler note, lettre, directive, peu importe, une instruction dans laquelle il indiquait qu'il posait des conditions à l'octroi de cet avantage fiscal et l'entreprise ne remplissant pas les conditions qu'il avait posées, il le lui avait refusé. Donc l'entreprise fait un recours contre le refus et puis elle soutient que le ministre n'ayant pas le pouvoir de fixer des règles générales et impersonnelles, la loi ne le lui avait pas donné, le ministre ne pouvait pas fonder un refus d'avantage fiscal sur cette instruction qu'il n'avait pas le droit de prendre. Madame Questiot avait suggéré au Conseil d'État d'accorder, dans le silence de la Constitution, un pouvoir réglementaire au ministre, mais le Conseil d'État a refusé. Madame Questiot le suggérait parce que le ministre a fréquemment, c'est lui qui est aux prises avec l'administration au quotidien, et il a fréquemment à prendre, donc à statuer sur des dossiers nombreux. Et vous voyez, en posant des règles, eh bien, le ministre peut dire aux administrés, voici les conditions auxquelles je vais accorder l'avantage que vous me demandez ou conditions auxquelles je vais vous le refuser. Parce que souvent, la loi dit, bah voilà, le ministre peut accorder un avantage, mais sans dire pourquoi. Et donc, le ministre dispose d'un pouvoir discrétionnaire. Et donc, le ministre voulait encadrer ce pouvoir. Donc, ça partait d'une bonne intention. Bonne intention qui n'a donc pas été avalisée par le Conseil d'État. L'année suivante, donc, le Conseil d'État rend l'arrêt Crédit foncier de France. C'est le point de départ de l'analyse. Donc, dans cet arrêt, c'est le même problème. Le Crédit foncier de France a le pouvoir de distribuer des subventions. Il va donc recevoir des milliers de demandes, puisque la subvention est une somme d'argent versée sans obligation de la reverser, de la rendre. Donc, normalement, le Crédit foncier de France va crouler sous les demandes. Et la loi n'a pas précisé les conditions auxquelles peuvent être accordées ces subventions. Ce sont des subventions relatives à l'amélioration de l'habitat, mais c'est tout ce qui est dit. Donc, le Crédit foncier de France l'autorité administrative prend une instruction, elle aurait pu appeler note, etc., peu importe le nom donné. Et dans cette instruction, le Crédit foncier de France indique que il accordera une subvention s'il s'agit donc de rénover un immeuble d'habitation. En revanche, s'il s'agit de rénover un immeuble à usage mixte, c'est-à-dire commerce et habitation, le demandeur n'obtiendra qu'un prêt, qui est moins intéressant puisque le prêt, il faut le rendre. Donc, deux dames demandent une subvention.
Madame Gaupia et Mademoiselle Adair, demandent une subvention, elles leur est refusée parce qu'ils veulent rénover un immeuble à usage mixte. Donc, elles introduisent un recours pour excès de pouvoir contre le refus de subvention et elles soutiennent, comme l'année d'avant, dans l'arrêt Société Distillerie Brabant, que le Crédit foncier de France n'ayant pas eu un pouvoir de prendre des dispositions générales et impersonnelles, un pouvoir réglementaire, la loi ne le lui a pas donné, il ne pouvait pas prendre cette instruction et surtout fonder un refus en se fondant sur cette instruction qu'il n'avait pas le droit de prendre. Vous voyez, même raisonnement. Dans l'arrêt de 69, le Conseil d'État avait jugé que puisque le ministre n'avait pas de pouvoir réglementaire, il avait commis une erreur de droit en croyant qu'il pouvait refuser, qu'il était dans l'obligation de refuser l'avantage fiscal demandé en se fondant sur l'instruction qu'il n'avait pas le droit de prendre. Mais dans l'arrêt Crédit foncier de France, le Conseil d'État n'adopte pas le même raisonnement que l'année d'avant parce que le Conseil d'État juge que l'instruction prise par l'autorité administrative du Crédit foncier de France n'est pas un acte réglementaire, parce qu'un acte réglementaire, c'est un acte qui statue de façon générale et impersonnelle, mais c'est aussi un acte qui a une portée obligatoire pour les administrés, mais également pour l'autorité administrative. Tant qu'elle ne l'a pas abrogé, elle doit l'appliquer. Or, l'instruction a été rédigée de telle façon que le Crédit foncier de France disait « Je n'accorderai qu'un prêt lorsqu'il s'agit de rénover un local à usage mixte, mais si vous me montrez dans votre dossier, vous qui me demandez une subvention, des circonstances particulières ou un intérêt général qui justifie d'écarter la règle que je viens de poser, l'orientation que je viens de poser, eh bien, je l'écarte. » Et donc, de ce fait, puisque la règle peut céder, soit pour des circonstances particulières, soit pour l'intérêt général, ce n'est pas une règle de portée obligatoire, ce n'est pas un acte réglementaire. Donc, le Crédit foncier de France n'a pas méconnu la règle selon laquelle, tant que la loi ne lui a pas donné un pouvoir réglementaire, il ne le détient pas. Alors, à quoi ça sert cette instruction de l'arrêt Crédit foncier de France? Eh bien, c'est comme dans l'affaire Société Distillerie Brabant. À partir du moment où le Crédit foncier de France est compétent pour distribuer des subventions, il va recevoir des milliers de demandes. La loi ne posant pas de conditions précises à l'octroi de cette subvention, on dit que le Crédit foncier de France a un pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire le pouvoir d'apprécier s'il faut ou pas accorder des subventions. Le pouvoir discrétionnaire, donc c'est un pouvoir de large appréciation, ça c'est plutôt un avantage, mais ça veut dire que ça a une contrepartie, c'est que le Crédit foncier doit examiner chaque dossier et puis après se prononcer. Or, il va crouler il va y avoir des milliers de dossiers. Donc, en posant une orientation, ça lui permet d'éliminer facilement des dossiers. Et voilà, moi, je n'accorde une subvention que s'il s'agit de rénover un local d'habitation, eh bien, j'élimine parmi les milliers de dossiers immédiatement tous les dossiers de demande de subvention d'un local à usage mixte, sauf si dans ces milliers de dossiers de rénovation de locaux à usage mixte, il y en a peut-être 10% dans lesquels la personne invoque des circonstances particulières ou un intérêt général qui justifie de déroger. Donc, il y a des tas de dossiers que je n'aurais même pas l'obligation d'examiner. C'est à ça que ça sert. Voilà donc la solution Crédit foncier de France. Dans l'arrêt Crédit foncier de France, l'instruction qu'a prise la norme d'orientation qu'a prise le Crédit foncier n'étant pas obligatoire, puisqu'on peut y déroger pour des circonstances particulières ou un intérêt général, à l'administré de le démontrer. Puisqu'elle n'a pas une portée obligatoire, ce n'est pas un acte réglementaire, ce n'est pas un acte administratif. Donc, il n'y a pas de violation de l'interdiction de prendre des mesures réglementaires quand la loi ne nous l'a pas donné, comme c'était le cas dans l'affaire Société Distillerie Brabant. Et puisque cette instruction n'est pas un acte administratif, elle n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir. L'administré ne pourrait pas attaquer l'instruction que l'on appelle depuis l'arrêt Crédit foncier de France directive, mais encore une fois, le texte peut être une orientation, une lettre, une note, etc. Peu importe, c'est la directive au sens de l'arrêt Crédit foncier de France.
Donc la directive n'étant pas un acte administratif, elle n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir directement. Mais elle est invocable. Elle est invocable. Ayez bien à l'esprit cette distinction entre recours direct, il n'est pas possible, et invocabilité. Elle est invocable parce que Madame Gopia et Mademoiselle Adair qui demandent une subvention, eh bien, pourront dire, ne peuvent pas attaquer l'instruction. Ça, ne peuvent pas le faire, la directive. Mais à l'occasion d'un refus de subvention, elles peuvent dire, mais vous m'avez refusé la subvention alors que je présentais les conditions que vous avez posées dans la directive. Ce n'est pas le cas, mais ils peuvent le soutenir. Ils peuvent le soutenir. Et donc, le juge, à cette occasion, va examiner les conditions qui ont été posées dans la directive. Et donc, mesdames Gopia et Adair invoquent la directive. Ou bien, elles peuvent dire, c'est vrai que je ne remplis pas les conditions posées dans la directive, mais il y avait des circonstances particulières à mon dossier ou l'intérêt général qui justifiaient de déroger. Donc là encore, il y a invocabilité. Et il n'y a pas attaque directe, mais invocabilité de la directive. Voilà la solution, voilà donc la solution crédit foncier de France. Alors, dans les années 2010, le Conseil d'État a substitué à l'expression directive, on disait les directives au sens de l'arrêt crédit foncier de France, le terme ligne directrice. Un arrêt, je crois, de 2012 ou 2014, dans lequel le Conseil d'État dit je ne parle plus de directive, mais de ligne directrice. Mais de ce point de vue, la jurisprudence restait la même, impossibilité de recours pour excès de pouvoir directement contre la ligne directrice, mais possibilité de l'invoquer. Alors, les choses ont changé avec l'arrêt Fervesta, Conseil d'État 21 mars 2016, société Fervesta, F-A-I-R-V-E-S-T-A, je vous mettrai des références à côté. Et dans cette affaire, donc, il s'agissait d'une note de l'association, l'autorité des marchés financiers. Donc, l'autorité des marchés financiers donc, publie une note dans laquelle elle indique qu'il faut se méfier d'un placement proposé par une société donc, qui intervient sur les marchés financiers. Et dans cette note, donc, c'est indiqué donc, aux particuliers qu'il ne faut pas, qui veulent placer leur argent, qu'il est dangereux de placer cet argent auprès de cet organisme financier. Et il ne s'agit pas d'un acte impératif. Je vais revenir sur cette notion d'impérativité dans 2 minutes. Mais pourtant, c'est une ligne directrice. Hein. Le Conseil d'État admet la recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre cette ligne directrice. La société qui va subir les effets de cette ligne directrice, vous comprenez, si dans le site de l'autorité des marchés financiers, qui est le garant de la sécurité sur les marchés financiers, il est dit qu'il faut se méfier du placement en cause, ben, la société va en subir les contre-coups. Les établissements qui placent l'argent ne vont pas le placer dans ce produit. Donc, la société attaque la ligne directrice. Et là, cette fois, elle n'attaque pas une décision prise sur le fondement, elle attaque la ligne directrice elle-même, la directive, comme disait l'arrêt Crédit Foncier de France. Et le Conseil d'État admet la recevabilité du recours pour excès de pouvoir. C'est une nouveauté. Alors, à l'époque, en 2016, le Conseil d'État cantonne cette évolution, recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre la directive qu'on appelle maintenant ligne directrice, au fait qu'il s'agit d'un acte d'une autorité de régulation. L'autorité des marchés financiers est une autorité publique indépendante. Et donc, la jurisprudence semblait cantonnée à ces autorités. On constate que dans l'arrêt Fervesta, le Conseil d'État utilise l'expression d'effet notable. On va la retrouver après. Voilà ce que dit l'arrêt Fervesta, considérant que les avis, recommandations, mises en garde, prises de position adoptées par les autorités de régulation dans l'exercice des missions dont elles sont investies peuvent être déférées au juge de l'excès de pouvoir. C'est une nouveauté donc.
lorsqu'ils revêtent le caractère de disposition générale et impérative, je vais y revenir, ou, deuxième hypothèse, et c'est ça la nouveauté vraiment de l'arrêt Fervesta, lorsqu'ils énoncent des prescriptions individuelles dont ces autorités pourraient ultérieurement censurer la méconnaissance. Que ces actes peuvent faire l'objet d'un tel recours introduit par un requérant justifiant d'un intérêt direct et certain à leur annulation lorsqu'ils sont de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou ont pour objet d'influer de manière significative les comportements des personnes. C'est le cas ici. Effet économique, le placement n'aura plus de clients parce que l'autorité des marchés financiers dit qu'il n'est pas bon. Et le but est de changer les comportements, inciter les gens à ne pas prendre ce produit. Alors, donc voilà, là il y a une exception. Le recours pour excès de pouvoir est possible contre une directive qu'on appelle maintenant ligne directive, ligne directrice. Ensuite, le Conseil d'État, par la suite, par sa jurisprudence, le Conseil d'État a élargi cette recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre les lignes directrices à des lignes directrices qui n'ont pas été adoptées par des autorités de régulation. Donc, vous voyez, cette restriction de l'exception aux autorités de régulation a cédé. Et l'étape ultime, c'est l'arrêt du Conseil d'État du 12 juin 2020. Conseil d'État, 12 juin 2020, GISTI, Groupement d'information et de soutien aux travailleurs immigrés, c'est la requête numéro 418 142. Et dans cet arrêt, le Conseil d'État admet le recours pour excès de pouvoir contre une disposition un document interne à l'administration, dans lequel l'autorité compétente indiquait au service administratif qu'il y avait des risques de fraude sur les documents d'état civil établis par la Guinée-Conakry. Donc, le service compétent dit aux agents, attention, c'est purement interne. Attention, quand un Guinéen vous présente des documents d'état civil qui ont été établis par l'État de Guinée-Conakry, il y a des risques qu'il s'agisse d'un faux. Et donc, le GISTI attaque cette note interne à l'administration, introduit un recours pour excès de pouvoir, et le Conseil d'État donc admet le recours pour excès de pouvoir. Pourquoi? Eh bien, parce que cette note va avoir des effets notables sur la situation, notamment des Guinéens qui demandent des papiers pour séjourner ou entrer en France. Voilà, donc l'expression effet notable que l'on trouvait dans l'arrêt Fervesta, on la retrouve pour justifier la recevabilité du recours pour excès de pouvoir dans l'arrêt GISTI du 12 juin 2020. Et dans cet arrêt GISTI, donc, le Conseil d'État fait le point, l'aboutissement de la jurisprudence à partir de Crédit Foncier de France. Voilà le premier point de l'arrêt. Les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, ça peut ne pas être matérialisé par un écrit, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif, peuvent être déférés au juge d'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables, vous voyez, sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. On notamment, ça veut dire que c'est le cas, mais ce n'est pas seulement cela, on notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de ligne directrice. Donc, il résulte de cet arrêt qu'on apprend, et je compléterai par une vidéo suivante à propos de la circulaire Valls, on apprend donc que les lignes directrices sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir, qu'elles soient élaborées, publiées par une autorité de régulation ou pas, peu importe. Donc, vous voyez l'évolution entre Crédit Foncier de France, la directive, c'est-à-dire la ligne directrice, est insusceptible de recours pour excès de pouvoir, même si elle est invocable, je peux m'en prévaloir, et la Régistie qui dit, en 2020, les lignes directrices sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir dès lors qu'elles ont des effets notables. Voilà l'évolution. Alors, pour compléter cette évolution,
il y a une autre jurisprudence qu'il faut avoir en tête, qui est celle de savoir qui a le pouvoir réglementaire. Je vous l'ai dit, hein, je suis parti de l'arrêt Société Distillerie Brabant. Non le pouvoir réglementaire, le pouvoir de prendre des dispositions générales et impersonnelles que les autorités auxquelles la Constitution ou le législateur, à certaines conditions, a donné le pouvoir de prendre des actes réglementaires. Ça, c'est le problème. Donc, quand l'autorité qui prend un acte réglementaire n'a pas ce pouvoir, eh bien, l'acte réglementaire a été pris par une autorité incompétente. Ça, c'est un des problèmes. Et alors, problème qui se dédouble, qui accompagne souvent celui-ci, c'est le problème donc de la recevabilité du recours pour excès de pouvoir. Le recours pour excès de pouvoir, la loi du 24 mai 1872, la loi du 24 mai 1872, qui confère au Conseil d'État la justice déléguée, dispose que le Conseil d'État, article 9, je crois, de la loi, est compétent pour connaître des recours contre les actes des autorités administratives. Et l'expression se trouve encore, je crois, dans l'ordonnance de 45 sur le Conseil d'État. Recours contre les actes des autorités administratives. Donc, quand le Conseil d'État a été saisi de recours contre des actes, il a dû se demander si l'acte était un acte d'une autorité administrative. Et pendant longtemps, donc la question, c'était synonyme, est-ce que l'acte est un acte administratif? L'acte d'une autorité administrative est un acte administratif. Et donc, le Conseil d'État est saisi d'acte et dit, est-ce que je suis compétent pour en connaître? Est-ce que je suis en présence d'un acte administratif? La jurisprudence de principe, c'était un arrêt du Conseil d'État du 29 janvier 1954, Conseil d'État 29 janvier 1954, Institut Notre-Dame du Kreisker, K-R-E-I-S-K-E-R. C'est un arrêt qui a été très longtemps dans le Gaja. C'est le grand arrêt. Et donc, dans cet arrêt, le Conseil d'État donc, est saisi d'un recours contre une note, une instruction, peu importe le nom que lui donne l'autorité qui l'a prise. Il revient au Conseil d'État ensuite de qualifier. Donc, le Conseil d'État est saisi d'une instruction et il va se demander si le recours est recevable. Est-ce que nous sommes en présence d'un acte susceptible de recours? Et dans cette décision de 1954, le Conseil d'État juge qu'il faut faire une distinction. C'est binaire. Est-ce que l'acte modifie l'ordonnancement juridique? Est-ce que le droit est différent après que l'acte a été pris? Il ajoute une condition, il en retire une, etc. Dans ce cas-là, c'est un acte réglementaire qui ajoute. Le recours est recevable. Le recours pour excès de pouvoir est possible. Si en revanche, l'acte n'ajoute rien au droit antérieur, à un décret, à une loi, peu importe, il est purement interprétatif. Il est donc insusceptible de recours. C'est pas lui qu'il fallait attaquer puisqu'il n'ajoute rien, c'est l'acte d'avant. Celui que l'acte qu'on attaque interprète. Donc, vous voyez, c'est la distinction entre les actes réglementaires susceptibles de recours pour excès de pouvoir et l'acte interprétatif insusceptible de recours pour excès de pouvoir. Et après, je vous dis, le problème se prolonge parce qu'une fois qu'on sait que l'acte ajoute au droit, modifie, c'est un acte réglementaire, le Conseil d'État tombe sur la deuxième question, est-ce que l'autorité avait le pouvoir réglementaire de le prendre? Et je reviens à l'arrêt Société Distillerie Brabant de 69, le Conseil d'État est très strict. Une autorité n'a le pouvoir réglementaire que si la Constitution ou la loi le lui a donné. Sinon, il ne l'a pas. Et l'acte est alors pris par une autorité incompétente. Voilà la jurisprudence Institut Notre-Dame du Kreisker. Le Conseil d'État a évolué dans cette jurisprudence en 2002. C'est un arrêt du Conseil d'État qui est dans le Gaja, Conseil d'État 18 décembre 2002, Madame Duvinière. Madame Duvinière. Dans cet arrêt, donc, le Conseil d'État juge que, naturellement, je reprends ma distinction binaire de Kreisker, acte réglementaire, acte interprétatif. Les actes réglementaires restent susceptibles de recours, là, il n'y a pas de changement. Mais parmi les recours, les actes interprétatifs, insusceptibles jusqu'ici de recours, eh bien, le Conseil d'État juge que le recours sera recevable si l'acte interprétatif présente un caractère
impératif, obligatoire. Ce n'est pas simplement une opinion qui est exprimée. Celui qui l'a émise ou les termes qu'il a utilisés font que l'interprétation est impérative. Dans ce cas-là, elle est susceptible, l'acte est susceptible de recours pour excès de pouvoir. Et ça, ce caractère impératif, d'abord, le Conseil d'État a admis la recevabilité parce qu'avant, il était embêté. Parfois, il se trouvait en face d'interprétations qui interprètent parfois des actes antérieurs illégaux et il ne pouvait rien dire puisque le recours était irrecevable. Donc, il est dans l'arrêt, il dit voilà, cet acte est insusceptible de recours. Alors que le Conseil d'État avait constaté que l'interprétation était notamment interpréter un acte antérieur illégal. Donc maintenant, le Conseil d'État dit alors, si c'est une interprétation qui présente une portée impérative, le recours pour excès de pouvoir est possible. L'impérativité résulte de la relation entre celui qui donne l'interprétation et celui qui la reçoit. Et si c'est le ministre de l'Éducation nationale qui donne une interprétation au directeur d'établissement, c'est le supérieur, c'est-à-dire celui qui a le pouvoir disciplinaire qui interprète, ça a de la force. Et puis, ça dépend des termes utilisés. C'est impératif ou pas. Vous voyez, il y a un assouplissement du recours pour excès de pouvoir. Dans l'arrêt Fervesta que je citais tout à l'heure, de 2016, quand le Conseil d'État donc admet le recours pour excès de pouvoir contre la ligne directrice, le Conseil d'État ne pouvait pas déclarer le recours recevable en se fondant sur la jurisprudence Duvinière, parce que la ligne directrice émise par l'autorité des marchés financiers n'avait pas un caractère impératif. Et surtout, l'autorité des marchés financiers n'avait pas les moyens juridiques de la sanctionner. Je vous dis que ce placement est illégal et présente des risques. Et puis, si vous ne me suivez pas, je peux vous sanctionner après. Donc, il n'y avait pas de caractère impératif. C'est pour ça que le Conseil d'État dit le recours pour excès de pouvoir est possible contre les actes réglementaires, contre les interprétations impératives, mais également, nouveauté, quand il s'agit à l'époque d'une autorité de régulation, on l'aurait Fervesta, quand l'interprétation ou la ligne directrice a un effet notable. Et puis finalement, on se retrouve avec l'arrêt Gisti de 2020 qui rassemble toute cette évolution. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, paragraphe 1er. Les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, etc., peuvent être déférés au juge d'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables. C'est ça qui conditionne la recevabilité du recours pour excès de pouvoir sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment, ça veut dire que ce n'est pas une condition obligatoire, comme ça l'était dans Duvinière, ont notamment de tels effets notables, ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de ligne directrice. Voilà. Caractère impératif, c'était l'arrêt Duvinière, le recours pour excès de pouvoir est toujours possible, mais en vertu de l'arrêt Gisti, l'ensemble des actes susceptibles de recours est beaucoup plus vaste. Ça englobe aussi les actes qui produisent des effets notables, qui ne sont pas pour autant nécessairement impératifs. Voilà donc l'évolution du recours pour excès de pouvoir, de la recevabilité du recours pour excès de pouvoir, de l'arrêt Crédit Foncier de France à l'arrêt Gisti de 2020. Et dans la vidéo suivante, parce que je pense qu'il faut distinguer les deux problèmes, parce que l'autre problème est plutôt un problème d'actualité, mais pas seulement, la question s'est posée de savoir si quelle était la nature juridique de la circulaire publiée par le ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur en 2012, M. Valls, circulaire qui permettait la régularisation, de personnes qui sont irrégulièrement en France. Est-ce que cette circulaire est susceptible de recours? Et surtout, c'est sur ce terrain que le problème s'est posé, est-ce qu'elle est invocable? M. Valls dit, voilà, les étrangers qui peuvent prétendre à une régularisation, un étranger qui est dans ces conditions, peut-il invoquer la directive? Vous voyez, c'est ces deux problèmes. Recevabilité du recours, je viens de l'aborder longuement, et invocabilité. Est-ce que je peux invoquer le texte? Voilà les problèmes que pose la circulaire Valls et que je verrai donc dans une autre vidéo.